Salut à tous, c'est Ben au micro et vous écoutez le premier numéro de votre nouveau format Profil, une émission que vous allez retrouver tous les jeudis sur les plateformes où vous écoutez notre podcast et en exclusivité et en avance le mercredi sur YouTube. Pour m'accompagner dans ce premier épisode, on retrouve Tom. Ça va Tom ? Ouais, ça va et toi ? Ça va. Et Alan, notre scout de la semaine. Ça va Alan ? Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, ça va super. Alors dans cette nouvelle émission hebdomadaire qui se veut courte, on va disséquer le jeu d'un joueur NBA. Parce qu'on a remarqué qu'on analyse souvent les joueurs avant leur arrivée dans la ligue, souvent dans le processus draft, comme le fait par exemple Alan dans le One and Done. Mais une fois entré dans la ligue, en fait, on n'a plus vraiment cette approche ciblée sur un joueur. Et justement, cette approche ciblée sur un joueur, c'est l'objectif de ce podcast Profil. Durant ces épisodes, un membre du site va venir parler d'un joueur qu'il aura observé durant les dernières semaines et il va essayer à travers les nombreux matchs qu'il a pu observer de dresser un profil le plus crédible et le plus précis possible sur ce joueur en question. On va débuter avec toi Alan, t'ouvres le bal dans ce premier épisode de Profil avec un joueur, Nicolas Batum des Charlotte Hornets. Alors on t'écoute. Donc j'ai pu observer Nicolas Batum depuis le début de saison, donc sur un échantillon un petit peu plus de 10 matchs, quasiment tous face à des équipes de la conférence Est, à part OKC, j'ai regardé que des matchs dont Charlotte a joué contre la conférence Est, donc c'était un bon échantillon pour voir un petit peu ce qu'il peut jouer tous les soirs un petit peu Nicolas Batum. Donc sur les 12 matchs, on va commencer un peu par ça, les stats brutes de Batum sur ce début de saison. Il est à 10 points, pile poil. 6 rebonds, 4 passes, un petit peu plus d'une interception par match, 46% au tir, 42% à 3 points, avec une sélection de tirs qui est très claire. Il prend la moitié de ses tirs à 3 points et quasiment un quart à mi-distance sur des pull-ups et l'autre quart au cercle. Donc là, il est à 77% lancé franc, mais avec seulement moins d'une tentative par match. Donc c'est un peu délicat. Il va pas beaucoup sur la ligne. Il en a shooté moins de 10 sur l'ensemble de la saison. Il a un usage de 14 et c'est un peu ça ce que je voulais parler. C'est son plus faible usage en carrière depuis sa saison rookie. Donc là, si on veut faire un petit peu une problématique, on sort sur la saison de Nicolas Batum, c'est comment il arrive à se placer dans le jeu des Hornets dans un début de saison où on assiste vraiment un peu au Kemba Walker show offensivement. Voilà. Donc, si on doit observer Nicolas Batum au sein de l'équipe de Charlotte, c'est le deuxième meilleur joueur. Mais l'écart entre Kemba et lui paraît important sur le début de saison. Il est deuxième en termes de minutes, seulement quatrième en termes de tirs tentés. Malik Monk et Jeremy Lamb tentent plus que lui. Et on a toujours un petit peu cette frustration sur certaines rencontres où on a l'impression que Batum n'est pas assez servi, qu'il prend pas assez ses responsabilités en attaque. Est-ce que c'est par défaut ou est-ce que c'est le joueur qu'il est aujourd'hui ? On va pouvoir réfléchir sur ça et je pourrai en discuter avec vous. Offensivement, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que Batum, il joue avec Kemba Walker, qui a le 7e usage de toute la NBA, mais dans le top 10, on a des joueurs qui jouent bien moins que lui, donc c'est vraiment des joueurs qui ont plus le ballon en main sur le début de saison. Batum, il a un peu ce rôle de lieutenant et de deuxième playmaker dans le 5 de Charlotte. Mais quand Kemba veut bien lâcher le cuir pour Batum, James Borrego, le coach qui vient des Spurs, a quelques systèmes pour essayer de mettre Batum dans de bonnes dispositions. Il y a une action que fait beaucoup Charlotte, c'est un end-off et un curl pour Zeller, en fait. Cody Zeller qui a le ballon en tête de raquette et Batum qui est dans le corner et qui vient qui fait un curl et qui récupère le ballon de Zeller. À partir de là, il peut soit servir un shooter dans le coin, souvent Marvin Williams ou Jeremy Lamb, soit il peut aller au cercle ou faire un jeu à deux avec Cody Zeller. C'est une des actions qu'on retrouve le plus dans le jeu de Nicolas Batum, aussi avec des pick and pop pour Williams et pour Jeremy Lamb. C'est vraiment le playmaker de l'attaque des Hornets quand Kemba lâche un peu le cuir. Et puis c'est surtout un joueur qui est très à l'aise en transition, j'ai trouvé. Il sait comment jouer parfaitement ce genre de situation. Il trouve bien Cody Zeller ou même des joueurs comme Willy Hernan Gomez ou Michael Kidd-Gilchrist pour aller au cercle. Il sait aussi bien trouver les shooters dans les coins. Donc c'est vraiment les choses qui sont plutôt positives dans son jeu. Son shoot est un peu en délicatesse. Il a des pourcentages honnêtes mais qui sont remontés dans les derniers matchs. Il est souvent court sur pas mal de ses tirs. En fait, il a des positions, il shoot pas trop mal en sortie d'écran.
en spot, il est pas mal en spot-up aussi quand Kemba a le ballon en main. Il est pas tellement utilisé ce profil de shooter, mais ça reste quelque chose qu'il peut faire. Surtout que Borrego, plus la saison avance, plus il tente des choses en fait. Il y a des 5 qui sortent. Alors il est souvent Batum est souvent utilisé. Donc le 5 de départ, c'est pour des gens qui suivent peut-être pas Charlotte, c'est Kemba Walker, Jeremy Lamb, Nicolas Batum, Marvin Williams et Cody Zeller. Donc là, Michael Kidd-Gilchrist sort du banc. J'en parlerai dans l'impact que ça a pour Batum défensivement. Mais il y a des tentatives qui sont faites, 2 notables. Le 5 avec 2 meneurs, c'est-à-dire que Batum est pas mal de fois utilisé quand Kemba et Tony Parker sont sur le terrain ensemble, et aussi ce qu'on peut appeler un 5 small ball avec Kemba qui joue avec soit Monk, soit Tony Parker, et aussi après MKG, Nico Batum et Marvin Williams. C'est des 5 qui sont hyper demandeurs en énergie pour Batum. Il doit défendre sur des positions qui sont un peu délicates, et offensivement, bah, il a une bonne relation avec Tony Parker parce qu'ils se connaissent de l'équipe de France et c'est un joueur qui s'est délégué, Nicolas Batum. Ils se font martyriser au rebond dans ce small ball 5 avec Batum qui a souvent pas mal de difficultés, mais ça court et comme je l'ai dit en transition, il est vraiment intéressant. Si on passe du côté de la défense, sur les 12 matchs qu'a joué Batum, franchement, il a dû assumer de grosses oppositions. Il a défendu Giannis, Middleton sur certaines séquences, il a eu un match contre Kawhi, il a défendu Paul George aussi, il a fait un bon travail sur Ben Simmons, il a défendu 2 fois sur Josh Richardson, pardon, qui est un des joueurs les plus importants et qui a le plus de ballons en attaque du côté de Miami. Zach LaVine par séquence aussi, et Ken Bazemore. Donc en fait, comme Borrego a sorti Michael Kidd-Gilchrist du 5 de départ, et ben en fait c'est Batum qui doit prendre l'ailier numéro 1 en face. Ça le fatigue. C'est un joueur qui a une condition physique un peu délicate, je trouve, depuis 2 ans. Puis il joue pas mal de minutes et puis il traîne un peu la patte parfois. Et le bas blesse souvent dans les fins de match ou contre OKC, contre Philadelphie encore 2 fois, ça s'est passé contre Philadelphie, ou encore contre Milwaukee dans le premier match. Défensivement, il oublie des joueurs. Il a pas tellement de position offensive parce que c'est le Kemba Show, comme je l'ai dit, et on est un peu frustré de tout ça. Mais sinon en défense, franchement, il est pas si horrible que ça parce que à côté de lui, on a quand même Kemba Walker, Jeremy Lamb qui défendent pas un gramme. C'est-à-dire que défendent pas un gramme et il n'y a pas Kidd-Gilchrist qui sont souvent avec lui sur le terrain, donc c'est plutôt compliqué. Il sait se placer, il sait défendre pour défendre les oppositions. Contre Ben Simmons, il a fait un travail remarquable, j'ai trouvé, dans le premier match qu'ils ont joué, ou même face à Paul George, où il a été plutôt intéressant. Il est conscient de la supériorité physique qu'ont ses joueurs, donc lui, il tente de se placer, il tente de les gêner. Là où il est plus en difficulté, c'est contre des joueurs qui sont très très explosifs. C'est des joueurs qui sont moins bons que lui. Mais par exemple, Derrick Jones Jr. de Miami, ou même Terence Ferguson d'OKC, Zach LaVine par moment, sur le premier pass saillant, ils ont mis à mal Nico Batum, et c'est là où il a de mauvaises habitudes parce qu'il se fait vraiment passer et après il laisse le joueur qui est plus jeune, plus explosif aller au panier, et aussi il passe pas mal de fois sous les écrans. Je sais pas si c'est une consigne de Borrego. Je me rappelle qu'aux Spurs, Popovich le faisait quelques fois. On sait que Borrego est un ancien assistant de Pop, ça passe sous les écrans et il se fait pas mal de fois sanctionner. Middleton dans le match contre les Bucks, Ken Bazemore l'a sanctionné sur quelques paniers. Paul George aussi a eu des positions ouvertes. Donc c'est quelque chose qui est un peu délicat. Si on veut en quelque sorte conclure, l'image que j'avais de Nico Batum avant que je le regarde pendant 3 semaines, c'est pas l'image du joueur qu'il est aujourd'hui en fait. C'est plus le joueur qu'il était il y a 3-4 ans. Il a eu des soucis de blessure, physiquement je le trouve un petit peu amoindri, mais ça reste le deuxième meilleur joueur de Charlotte. C'est un vrai facilitateur, c'est un playmaker, et quand il est pas sur le terrain, l'attaque tourne pas très bien. C'est beaucoup de 1 contre 1, de Malik Monk, de Jeremy Lamb, de Kemba Walker bien sûr, et lui il a ce rôle un peu de facilitateur, il replace, c'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un peu un relais de Borrego sur le terrain, et malgré ses stats qui sont pas hyper qui sont pas très grosses et ronflantes, c'est un joueur qui est très important pour une équipe de Charlotte qui fait pas un début de saison cataclysmique, mais qui est pas non plus exceptionnel, qui a du mal à gagner contre les grosses équipes. Voilà, si je peux un petit peu parler de Nico Batum.
Merci Alan pour ce rapport très très complet, t'as mis la barre très haute. Vous l'avez vu, ce qu'on fait dans cette émission, c'est que pendant une première longue partie, on a le scout intérimaire qui prend la parole pour disséquer le joueur. Et ce qu'on fait ensuite pendant 5 petites minutes dans la deuxième partie, c'est que moi et Tom, on va poser des questions en fait par rapport à Alan. Les questions un peu que l'on se pose par rapport à Batum, vu qu'on l'a pas vraiment étudié pendant aussi précisément que a pu le faire Alan. Est-ce que tu as une question pour Alan, Tom, par rapport à au joueur Nicolas Batum à l'heure actuelle? Ben, moi, de ce que j'ai pu voir de lui, en fait, c'est un joueur qui, entre guillemets, reprend un peu le rôle qu'il avait à Portland, notamment en défense, où, comme tu l'as bien mentionné, il a beaucoup d'assignements sur des joueurs, les meilleurs attaquants adverses, on dira. Mais moi, ce qui me surprend, en fait, c'est la polyvalence dont il fait preuve défensivement. C'est-à-dire que, tu vois, sur le même match, vu qu'il y a une montée du switch un peu à Charlotte, il peut être amené à défendre, en fait, plusieurs types de joueurs. Autant il y a certains joueurs dans le roster de Charlotte où, voilà, le rôle sera limité par exemple, défendre uniquement sur les arrières ou les ailiers. Mais lui, il défend limite de 1 à 4, quoi, en fait, sur un même match. Hmm. Ouais, bah, contre le match contre Atlanta de la semaine passée, il s'est retrouvé en fin de deuxième quart-temps à défendre sur Trae Young. Ce qu'il a fait, où il a eu quelques difficultés, en fait, il y a eu des switches et Trae Young a pu, par sa vivacité, aller au cercle, mais ouais, il peut se retrouver à défendre sur les meneurs, sur les ailiers, et comme j'ai dit, il a affronté de bons ailiers. Kyle Lowry aussi, il a eu quelques possessions face à Kyle Lowry dans le match à Toronto où il a été aussi un petit peu en difficulté, mais il est en difficulté, mais en même temps, ça reste une meilleure solution que les autres joueurs qui sont autour de lui. C'est ça qu'il faut se dire, parce que Parker a des difficultés en défense, Kemba Walker, Jeremy Lamb défendent pas. C'est vraiment MKG et lui qui sont défensivement les deux joueurs qui font la défense que veut mettre en place Borrego. Et Zeller aussi qui est important. Après, j'ai juste une deuxième question. Tu as parlé un moment de son shoot. Comment tu le trouves par rapport à 3 points? Puisque moi, j'ai l'impression en fait, qu'il est beaucoup plus fluide que l'an dernier. Ça se traduit un petit peu en termes de résultats, puisque il est au-dessus de 40% à 3 points. Mais on voit qu'il est beaucoup plus à l'aise sur le côté droit, par exemple, que dans l'axe ou sur le côté gauche. Ouais, ouais. Je pense que l'année dernière, c'était surtout qu'il jouait blessé et on en parlait dans un des podcasts qu'on avait fait sur eux l'an passé. Il jouait blessé, il shootait, tout était court, mais il continuait de jouer, il continuait de shooter. Donc son shoot avait l'air vraiment pas bon. Là, oui, il est plus en forme physiquement, il est plus à l'aise sur ses jambes. C'est surtout ouais dans le corner où il fait de bonnes choses. Contre Chicago, il a eu des 2-3 bons shoots où il était en sortie d'écran avec Zeller qui lui a donné le ballon et il s'est levé. Dès qu'il arrive à bien se lever et que il est voilà comme tu dis fluide, que c'est pas forcé, c'est quelque chose qui est positif. Dès qu'il est forcé ou qu'il commence à shooter sur une jambe à mi-distance, ce qu'il fait quelques fois, là c'est souvent il est court et il a une réussite qui est sur courant alternatif. Mais par rapport à l'année dernière, c'est bien mieux parce que je pense qu'il est tout simplement en santé, pas qu'il est en bonne santé quoi. Et moi, Alan, juste une petite dernière question. Tu as déjà dit beaucoup de choses. Donc, je pense que on va conclure avec cette question. Moi, c'est plutôt par rapport aux autres joueurs NBA. On sait que Batum, il approche de la trentaine. On sait qu'au niveau de son contrat, ça fait partie de ces joueurs qui a signé en 2016, c'est-à-dire qu'il lui reste sa saison-là et la saison d'après et une option sur la saison 2020-2021. Est-ce que tu le vois comme un joueur pour lequel on peut trader en fait? Ce que tu m'as dit, moi dans mon idée, c'était encore un joueur qui avait peut-être encore cette possibilité d'être un petit peu playmaker. Est-ce que toi, si tu étais GM d'une équipe adverse et qui a un petit peu de cap space, t'irais le chercher après ce que t'as vu? Je peux aller le chercher, ouais. C'est un joueur que je peux aller chercher. C'est un joueur qui a de l'expérience. Franchement, je pensais pas qu'il était aussi intelligent sur un terrain, Nicolas Batum. Playmaker, il l'est. Il est forcé de l'être parce que je pense que s'il peut se retrouver dans une situation où il y a aussi un meneur ultra dominant en termes de ballon comme Kemba, qu'il a ce rôle un peu de couteau suisse, tu peux aller le chercher. Après, faut voir. Je pense que Charlotte aimerait bien s'en débarrasser, peut aimer s'en débarrasser, mais pas Borrego. Borrego, même quand on voit dans ses interviews, il compte vraiment sur lui. C'est possible d'aller le chercher. Après, le contrat est quand même onéreux. Il fait partie, comme je l'ai dit, de ces joueurs qui ont signé en 2016. Ça fait, même l'année dernière, on pensait que Charlotte pouvait s'en séparer. Quand je les avais eus dans la mock draft de 2018, j'avais essayé
faire péter Charlotte et donc d'envoyer Batum. En termes de contrat, c'est compliqué. Mais je pense que c'est un joueur qui peut être dans une rotation et qui peut finir des matchs en playoff. Ça va pas être le meilleur joueur, ça va pas être dans les trois meilleurs joueurs d'une équipe de playoff, je pense. Mais si le quatrième ou le cinquième, tu peux être agréablement surpris. Et ben, je pense que c'est comme ça qu'on va conclure ce premier épisode de Profil. On vous l'avait dit, le format est volontairement court. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, ce que vous avez pu penser de ce nouveau format qu'on étraîne. Hein. On n'est pas encore parfait, mais on espère que ça vous a plu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Profil.